Salut les terriens. Salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Samia Ghali. Bonsoir. Vous êtes sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille et candidate à la mairie de la ville. Beaucoup de candidats, mais Tapi ne se présentera pas. Enfin, sauf si les élections se font avec un arbitrage préalable, bien sûr. Autre terrienne avec nous ce soir, Julie Delpy. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Alors Julie, vous êtes ici en tant que vedette américaine de passage à Paris. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous comprenez tout ce que je dis? Vous voulez un traducteur? You understand what I say? A little bit. Vous parlez français un petit peu? Bonjour la France. Oh, bravo. Bonjour la France. Autre terrien avec nous ce soir, Jean-François Kahn. Alors Jean-François, après avoir annoncé en 2011 que vous arrêtiez le journalisme, vous avez continué. Après avoir annoncé en 2007 que vous quittiez Marianne, vous vous en rapprochez. J'arrête, je reviens, je re-arrête, je re-reviens. C'est pas Jean-François Kahn, là, c'est Laure Manodou, là. Et autre terrien avec nous ce soir, Mathieu Madénian. Mathieu Madénian. Alors, Mathieu Madénian, bonsoir. Vous venez donc de terminer votre 3e saison chez Michel Drucker. Ouais. C'est vrai que ça vous donne droit automatiquement à un diplôme d'aide-soignant en gériatrie. C'est ça, exactement. J'accompagne des gens en fin de vie. Et voilà, Pour ça, je suis ravi de vous voir, monsieur. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Françoise Laribe, ex-otage au Niger, dont le mari est toujours détenu au Sahel. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Mathieu Madénian, rebonsoir. Alors, votre spectacle s'appelle L'homme le plus drôle du 11e arrondissement, mais vous êtes surtout l'homme le plus drôle de Perpignan, après Cali, bien sûr. C'est ça. Mais lui, il ne le fait pas exprès, la C'est différence. pas exprès, non. Il y a mon père qui est marrant. Il faut voir comment il s'habille, mais on n'est pas nombreux à Perpignan. Ouais. C'est vrai. Il y a eu un tueur en série, le tueur de la gare, qu'on n'a jamais retrouvé, qui était très rigolo. Il y a quand même un mec qui, quand il allait voter, au lieu de mettre les bulletins dans l'urne, il mettait dans sa godasse. Oui. Exactement. oui. C'est les chaussettes. Ça, c'était rigolo. Et maintenant, à Perpignan, on vote Cantong. C'est vrai qu'il y a eu des Alors, arnaques là-bas. vous terminez donc la 3e saison de Vivement dimanche prochain, l'émission de Michel Drucker sur France 2. Ça a très bien marché. C'est un carton. Vous avez trouvé votre place? Ouais. C'est où exactement? Par terre, à côté du chien? Non. Non. Le chien est derrière moi, toujours derrière le chien. Toujours. Toujours. Est-ce que le chien est toujours mieux payé que vous, Mathieu? Il est intermittent du spectacle, pas moi. bah oui. Ah oui, voilà. Il a caché. Alors, vous commencez à être un petit peu connu, hein, quand même. Là, je vous ai vu dans la presse People, regardez. Tu vois? Vous êtes bien sur cette photo, non? Non, alors, c'est pas Roland Garros, c'est pendant l'enregistrement de Drucker. Alors, vous les avez attaqués pour atteinte à la vie privée, mais comme vous n'avez pas de vie privée, c'est vous qui avez été condamné à leur payer 1 000 €. Et la prochaine fois, vous passerez peut-être avec Julie Delpy, on ne sait pas. Oh là là, ça serait la classe. Je suis amoureux de toi, je te l'ai dit direct. Oui, il me l'a dit déjà plusieurs fois, c'est Je trouve gentil. cette Hein. fille Ah bah extraordinaire. oui, c'est pour ça qu'on l'invite à chaque fois C'est qu'elle une fait un film. réalisatrice de malade, Ouais. vraiment. Ouais. Parce que là, d'habitude chez Drucker, j'ai dit du bien de tout le monde, mais là, je le pense vraiment. Vraiment. C'est incroyable. Alors, Merci, Drucker, merci, justement, Je crois qu'il est encore en vie. Donc dites-moi, j'ai appris que son père s'appelait Abraham. Il est si vieux que ça, Drucker? quand il a commencé la télé, il n'y avait pas de caméra. Pour te dire à quel point il est vieux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le public de Drucker, vous pouvez faire les mêmes vannes une semaine sur l'autre, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont tous Alzheimer. Mais attends, mais c'est pas faux, c'est pas des conneries, parce que c'est Hein? toujours le même public D'une semaine qui sur l'autre. vieillit avec Michel Drucker. Ah putain, c'est extraordinaire. En tous les cas, le public de Drucker vous adore. Hein. Vous savez qu'on a donné votre nom à une prothèse de hanche en plastique. Non, mais C'est la gloire. rigole pas, C'est putain. la gloire. non, j'ai inventé un dentier qui fait boussole, qui a beaucoup marché auprès de France Télévisions. C'est-à-dire qu'ils peuvent se perdre, mais on les retrouve. Alors le problème quand on bosse avec Drucker, hein, c'est qu'on perd un peu la notion du temps. Il paraît que vous avez revu Sheila. Mais j'ai rencontré des gens que je connaissais pas. Incroyable. Nana- Adamo.
Ah, Nana Mouskouri, je pensais que c'était des serviettes, moi. Mais vraiment. Ce qui est terrible, c'est que l'émission est enregistrée le mercredi et ils ont peur que l'invité décède entre le mercredi et le dimanche. Enfin, quand vous n'êtes pas chez Drucker, vous êtes sur scène. Hein. Ouais, Ce soir, vous êtes au gala de clôture de la semaine de l'excellence franco-arménienne. la classe. Vous avez préparé une bonne vanne sur le génocide Mais un truc qui s'est passé, c'est quand je jouais à Paris, ma première partie, c'était un Turc qui s'appelait Turc Glu. Donc voilà. Et mon père, tu sais, ses parents ont été tués pendant le génocide. Et mon père, il travaillait dans le textile, dans le tissu. Quand il a vu ça, il a chopé le mec dans la loge, il a chopé comme ça, il a attrapé, il a fait « Ton père a tué mon père, a tué ma mère !» C'est quoi? C'est du coton? C'est quoi comme matière? Ça, c'est mon père. Ça, c'est les Arméniens. C'est les Arméniens. C'est ça. Alors, du 6 au 27 juillet, vous serez au Festival d'Avignon. Oui. Les 8, 9 et 10 novembre, vous serez au Bataclan. Et puis en tournée dans toute la France. Vous jouez dans des vraies salles ou dans des maisons de retraite? Mais non, arrête, il y a des jeunes qui viennent me voir. Tant mieux pour vous, oui. Ah oui, mieux. non, mais c'est cool. Donc vous connaissez bien la France profonde, en fait. Ah, je suis joué dans des endroits, quand Ouais. ils sont pas contents, ils applaudissent pas, ils te laissent pas partir. C'est Ah tout, ouais. c'est juste ça. Mais c'est vrai que dans la France profonde, il y a des endroits où on n'a pas pied. Alors le 30 juillet, Mathieu, vous serez au Cap d'Agde. Ah oui? Même au Cap d'Aille. Ouais, je fais ça. Au Cap d'Agde. Dag, dag. Attends, j'ai l'habitude. Au Cap d'Agde. Ça, tu vois. Et voilà, c'est l'expérience Drucker. Drucker, c'est ça. Bien sûr. Julie Delpy, bonsoir. Rebonsoir. Alors Julie, je devrais dire July Delpy, puisque vous êtes la première actrice française à être partie vivre à Los Angeles, à y avoir fait carrière. L'avantage avec vous, c'est qu'on est sûr que c'était pas pour payer moins d'impôts en même temps. Bah, je suis partie il y a longtemps, oui, Ouais. c'est sûr que... Donc vous vivez à Los Angeles depuis 23 ans et vous ne vous êtes toujours pas fait refaire les seins. Eh oui, c'est juste. Vous avez assez de seins pour vivre en Californie? Et, je les le mec regarde parce que je classique. suis pas sûre, je les regarde pas souvent. En fait, on a invité tes seins, c'est pas toi qu'on a invité. On a invité- D'ailleurs, il me parle pas, il me parle à mes Ouais, seins ouais. depuis tout à l'heure. donc- Alors, comment vous allez tous les deux? Oui. Vous avez le portable de Julia Roberts? Non. C'est dommage, on aurait pu l'appeler. Mais tu sais qu'elle a fait tourner, on en parlait tout à l'heure, un mec qui s'appelle Chris Rock, Ouais, bien qui est sûr. une Qui est un star comique. Génial, mondiale. bien sûr. Et il a joué dans ton film. C'est Ah ouais. c'est mieux que Julia Roberts. Ah ouais, Impressionnant. ouais. Est-ce que la France vous manque parfois, Julie? Est-ce que des fois, par nostalgie, vous arrêtez de vous laver pendant une semaine, vous mangez de l'ail, vous râlez toute la journée? Non, non, je me lave, ça, je me lave parce que j'adore me laver. Mais, non, mais ça m'a fait penser à une semaine, je pensais à mon père. Je dis toujours que mon père est un grand écolo parce que il ne se lave qu'une fois par semaine, donc il utilise très peu d'eau. C'est pas vrai. À Los Angeles, on peut pas faire ça, il fait vraiment très... Ouais, Enfin, il c'est fait quand très même limite, une par semaine. hein. Alors vous êtes ici, Julie, ce soir pour la sortie d'un nouveau film qui s'appelle Before Midnight. Oui. C'est la suite de Before Sunset, qui était la suite de Before Sunrise, où vous jouez avec Ethan Hawke. C'est cela même. Alors je fais le pitch. Ok. Lui, Jesse, est devenu un écrivain à succès. Il vit en couple avec vous. Vous avez des jumelles. Vous passez vos vacances chez des amis dans le Péloponnèse, des vacances de rêve, jusqu'au jour où leurs amis leur offrent une nuit sans enfants, dans un hôtel sublime, une soirée en amoureux. Et là, c'est le drame. Les vieilles rancœurs remontent. Oui. Ben, c'est un film sur le couple, voilà, sur la déconstruction et la reconstruction du couple. Donc là, ils sont en déconstruction. T'as la bande-annonce, là? C'est cool. T'as le DVD aussi, on peut partir avec? On regarde à quoi ça ressemble. He said we were gonna stop. They wanted to see the ruins. You know what, let's do? On our way back to the airport, we can catch him. You know we won't. Yeah, probably not. And how did you two meet? We met about 18 years ago. We kind of, sort of, fell in love. And a decade later, we ran into each other. No. You wrote a book, and I read about it and went to look for it. That's pretty romantic. If we were meeting for the first time today on a train, would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you? Of course. Well, this place is so full of thousands of years of myth and tragedy, and I thought something tragic was gonna happen. Still there? Still there? Gone. You never stop ogling girls. I don't ogle girls. I make love to them with my eyes. Oh, wow. I'm stuck with an American teenager. I feel close to you. Yeah. But sometimes I don't know. I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen.
What makes you say that? Voilà, Before Midnight, Julie Delpy en salle le 26 juin. Alors dans le film, l'héroïne est fascinée par toutes les possibilités de sexe virtuel qu'offre Internet. Toi, tu me regardes. Ça vous plaît, ça, le sexe virtuel, vous? Ah non, 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 Ah non. j'aime mieux le sexe. Ouais. Pas virtuel, je dirais. Ouais. Justement. L'émission de poste terminée. On va faire Alors, ça vous a fait plaisir de retrouver votre ex, Ethan Hawke? Mon ex. Non, mais c'est vrai on a travaillé ensemble depuis 18 ans et c'est formidable de retravailler, Bah de ouais. se redécouvrir et Bah oui. d'écrire ensemble, de jouer ensemble. Enfin, ça a été assez, Ouais. assez agréable. Lequel des deux a essayé de recoucher avec l'autre pendant le tournage? Non, mais... Il s'est passé un On truc. couche pas ensemble. On n'est pas du tout. Non, non, on n'est pas du tout. Ah, tu vois, c'est bon. Ouais. J'ai toujours aimé les bruns, moi. Non, mais c'est vrai. T'aimes les poils? J'aime les poils aussi. Ouais, Nous sommes toujours en compagnie de Samia Ghali, de Julie Delpy, de Mathieu Madénian et de Jean-François Kahn. Alors, Samia Ghali, rebonsoir. Elle est sénatrice, hein? Ouais, elle est Non, parce que sénatrice. le Sénat, c'est comme une émission de Drucker, hein, demandez. C'est très bien. C'est le même public. Maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille et candidate à la mairie de la ville. Mais surtout, vous êtes la révélation de la cité phocéenne depuis un an. Enfin, avec Valbuena, bien sûr, mais... Alors, vous êtes devenue célèbre, Samia, du jour au lendemain, en réclamant l'intervention de l'armée pour rétablir la sécurité à Marseille. Hélas, l'armée n'est pas venue. L'armée a eu peur. Ils ont préféré aller rétablir la sécurité en Afghanistan. Alors, plus récemment, vous avez déclaré, Samia, « Je ne mettrai pas mon chien dans certaines écoles de Marseille. » Vous allez le mettre dans le privé, votre chien, ou pas? J'ai pas de chien. Vous auriez peur qu'il se fasse mordre par un enfant, votre chien. Non, non, mais il y a des écoles qui, malheureusement, Bah ouais. ne sont pas dignes des écoles de Il la y a République. des écoles où les élèves savent moins bien lire que votre chien. Alors, malheureusement, d'année en année, et Valls n'y a pas changé grand-chose. L'insécurité grandit à Marseille. Il faut dire que les policiers tirent encore moins bien que les joueurs de l'OM. Non, c'est vrai. Le problème à Marseille, c'est que la moitié de la police est corrompue, l'autre moitié est en prison. Non, alors, ce qui est terrible à Marseille, et malheureusement, il y en a encore eu cette semaine, c'est les règlements de compte entre truands. En même temps, est-ce que c'est pas le seul moyen de réduire le nombre de malfaiteurs? C'est pas ma conception, malheureusement, de la Non, mais République et du apparemment, il n'y a droit. pas tellement de solutions. Si, moi, je crois à la question de l'éducation, je crois à la culture, à l'ouverture d'esprit. Plus on donne la possibilité à des enfants de découvrir autre chose et de savoir, d'avoir envie d'apprendre, plus on a la chance qu'ils ne décrochent pas au niveau scolaire, parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes décrochent au niveau scolaire à Il y Marseille. a des cadavres à Marseille. Hein. En même temps, ils ramassent pas les poubelles, donc on les voit pas. C'est violent. C'est violent comme Marseille. Alors les gens ont expulsé eux-mêmes des Roms. Non, c'est pas vraiment ça. Ça a été extrapolé. Les gens, ils ont fait appel au service d'ordre pour le faire, à la police de le faire. Ça n'a pas été fait et ils en avaient un peu ras-le-bol. La question des Roms en France, d'ailleurs, et à Marseille, c'est qu'on ne rend pas service ni aux Roms ni aux habitants. Les pouvoirs publics ne s'en occupent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on les laisse finalement s'installer n'importe comment, n'importe où. Que chez les Roms, malheureusement, il y a aussi un réseau mafieux qui s'installe ou qui oblige les femmes roms à se prostituer, qui oblige les enfants à travailler. Et les familles finalement roms qui, elles, peut-être auraient vraiment envie de s'installer, on ne les aide pas parce qu'on les met tous dans le même sac. Et je trouve que la façon dont on traite les Roms en France est inhumaine. À Paris, vous avez des gens, des femmes, des hommes qui sont dans la rue, hein, avec des bébés de 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui restent toute la nuit. Il pleut, il y a la grêle, et ils restent là. Mais comment on peut laisser ça faire ça? À Marseille, dans les quartiers où je suis élue, une famille entière a été écrasée par un train. Un couple avec 2 enfants. Ça n'a ému personne. Il faut surtout aider les pays d'où ils viennent, à leur assurer, les aider à leur assurer une vie décente. Parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils viennent. Alors j'espère que Jean-Claude Gaudin ne nous entend pas, parce qu'il s'en est pris aux médias en disant que les médias renvoyaient une mauvaise image de Marseille. Il trouve qu'on parle trop de meurtres à la Kalachnikov. Alors il y a des meurtres qui ne sont pas à la Kalachnikov à Marseille?
savez, pour qu'on ne parle pas en mal de votre ville, il faut bien la gérer et faire en sorte qu'elle soit bien gérée pour qu'on n'en dise que du bien. Déjà, il faudra arrêter Plus belle la vie pour l'image de la ville, ça serait bien. Ah, mais il adore Plus belle la vie. Il adore ça, Gaudin. C'est vrai. On va pas lui enlever. Bah ouais. Parce qu'ils n'ont adore. pas d'accent. Oui, Alors, vous allez être, Samia, candidate à la candidature pour la mairie de Marseille. Sérieusement, est-ce que vous croyez que vous êtes assez malhonnête pour le poste? C'est la question que je me pose. Parce qu'il faut être fort en grand banditisme pour être maire de Marseille, quand même. Pas. C'est pour ça que je me bats. C'est pour montrer qu'on peut gagner autrement que par là. Ouais. Alors, Samia, vous racontez votre vie dans un livre intitulé La Marseillaise, publié au Cherche Midi. Alors, c'est une histoire extraordinaire. Ça commence dans les bidonvilles, la cité de Bassins jusqu'au palais du Luxembourg. Quand même, c'est un parcours extraordinaire. C'est le jour et la nuit. Ah ouais, vraiment. Ouais. Une enfance très dure avec un père buveur et joueur. Votre meilleur ami qui est écrasé par un train sur un passage non protégé. Bah, cité Bassins. Votre premier amour, Christophe, qui meurt d'overdose. Votre cousin, tué par l'extrême droite. Et alors, la découverte du racisme en arrivant au Parti socialiste. Alors ça, c'est ce qui m'a le plus surpris dans le bouquin. Au Parti socialiste, tant que vous restez en dessous, tant que vous n'essayez pas d'être au même niveau, ou n'évoluez pas, il n'y a pas de problème. Dès que vous commencez à évoluer, alors à ce moment-là, c'est plus pareil. C'est-à-dire que c'est pas, vous êtes plus, vous êtes plus à votre place. Alors, on avait parlé de votre vie la première fois que vous êtes venu ici, mais ce que j'ai appris en lisant le bouquin, c'est cet accident de voiture qui vous a cloué au lit pendant 6 mois. Vous êtes courageuse, hein? Bah, vous voyez, toute ma vie, ma naissance, j'ai failli mourir, puisque vous m'avez dit, mon père ne donnait pas d'argent à ma mère pour qu'elle puisse m'acheter à manger. Donc je me suis retrouvée 3 ans de ma vie en maison de repos où on m'a changé tout mon sang. Enfin bon, j'ai vraiment failli mourir. Et peut-être ma vie, ça a été un combat contre la... je dirais, moi j'ai l'instinct de survie. C'est peut-être pour ça que j'ai survécu d'ailleurs au Parti socialiste. Oui, et à Marseille. Alors... C'est vrai que votre livre, c'est tragique. Hein. Les Misérables, à côté, c'est les 2 enfoirés à Saint-Tropez. Hein. Non, mais... J'ai eu des bons moments de ma vie, quand même. C'est des moments, même si ça a été... À quelle heure? Même si ça a été très dur, mais c'est aussi ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une battante. Ça m'a forgé, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout ça, quand même, vous souriez, vous êtes charmante, vous rigolez. C'est extraordinaire, vous avez une bonne nature. La joie de vivre, elle ne m'a pas quittée, mais c'est certainement dû à mes grands-parents, qui m'ont quand même appris ce que c'était la générosité et qui m'ont appris surtout à être très généreuse. Et là, tu vas chialer à quelle heure? Voilà. Ça s'appelle La Marseillaise, je cherche midi. Très bien. Merci. Jean-François Canre, bonsoir. Alors, vous êtes ici pour un nouveau livre. Alors que vous étiez, il n'y a même pas 3 mois ici, pour un nouveau livre. C'est pas possible, vous avez des stocks de livres écrits à l'avance ou quoi? Non, mais... Comment vous faites, Jean-François? Faut vous arrêter maintenant, vous êtes à la retraite, faut profiter un peu, la vie. Justement, j'en profite. Alors, Jean-François, ça s'appelle « Comment s'en sortir ?» Vous expliquez que des solutions existent pour sortir de la crise, mais pour les connaître, faut acheter votre livre. Bien dit. Le problème, c'est que la crise est telle en ce moment que les gens n'ont pas obligatoirement les moyens d'acheter un livre pour leur expliquer comment sortir de la crise. C'est un peu le problème. Hein. C'est pour ça qu'il est très bon marché. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que sur la couverture du livre, il y a écrit « Je vous en supplie, lisez ça ». Au départ, il voulait marquer « Papa malade, maman malade ». Non, mais attendez. S'il vous plaît. Je vais vous dire, j'ai vraiment écrit ce livre en disant « Mais ça ne sert à rien si vous ne lisez pas. J'essaye de dire comment faut s'en sortir. Lisez ça, moi, ça ne me rapporte rien à ce prix-là. Vous auriez pu marquer « Si vous ne lisez pas ce livre, je me tue ». D'ailleurs, je me tue s'ils ne lisent pas ce livre. Oui, voilà. Tiens, voilà. Vous aurez sa mort sur la conscience. Alors, vous dites qu'après le fou, c'est-à-dire Sarko, et le mou, Hollande, il n'y a plus qu'une solution, c'est la révolution. Hein. Non. Révolution démocratique, quand même. Alors, qui quoi? Non, c'est pas qui. Vous savez, c'est intéressant parce que les gens disent qui. Les gens cherchent l'homme providentiel, Jean-François, bien sûr. Je vais vous dire, en 1788, on ne connaissait aucun des personnes qui vont jouer un rôle en 1789. C'est les événements qui font les gens. D'ailleurs, à propos, vous parliez des personnalités. Vous imaginez que la politique française, à une époque, les représentants s'appelaient Jaurès, s'appelaient Clémenceau, s'appelaient Barrès, s'appelaient Poincaré, etc. C'est qui, aujourd'hui, les chefs de parti et les représentants de la droite, de la gauche, les porte-paroles? Il s'appelle Christian Jacob. Christian Jacob, je vous signale, il faut que vous le rencontriez, hein.
Vous allez vous considérer que vous êtes un génie, vous, si vous rencontrez Christian Jacob. D'ailleurs, faut présenter à Christian Jacob tous les gens qui ont des complexes et n'en ont plus. Un type qui s'appelle Bruno Leroux, c'est le porte-parole des socialistes. Il est venu vous avez ici, entendu oui. parler même ici, il était transparent. En sortant d'ici, il est toujours transparent. Vous avez Harlem Désir, c'est un grand intellectuel, Harlem Désir. C'est extraordinaire. Et Copé. Copé, franchement, je sais pas, c'est à la politique ce que le caprice des dieux est au fromage. Vous connaissez le caprice des dieux? Attends. C'est tragique, parce que si on en est arrivé là et qu'on accepte ça, et qu'on dit c'est normal, c'est ça, c'est... Non, mais attendez, ce que vous dites sur la politique, c'est malheureusement valable au cinéma, en littérature et en musique. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Un des problèmes, c'est que beaucoup de gens disent ça, et pensent ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu autant de gens qui crachent sur leur propre pays, au fond, qui ont une haine de soi, une espèce de masochisme. L'auto-exécration. Quand il y avait eu le type de Goodyear, est-ce que vous vous souvenez, le patron de Goodyear, qui a expliqué, je ne veux pas reprendre d'usine parce que les ouvriers français, c'est des flemmards, c'est des alcooliques, c'est des paresseux, des machins, etc. Sur Internet, un déferlement de haine de la France, par des Français, de haine de soi, terrible. On a connu 139-40, peut-être, c'est la seule période. Mais c'est très inquiétant. Or, quand vous circulez en France, pour ça que je vous ai dit, oui, ces hommes politiques, c'est ça. Bon. Mais quand vous circulez en France, vous voyez des gens formidables. Vous voyez des profs, toute la société repose sur eux, tous les maux de la société reposent sur eux, la démission des parents, le problème de l'insécurité, la drogue, et ils font front. Des fonctionnaires qui ont un esprit du collectif comme on ne trouve pas, des petits patrons qui innovent pour leur région, leur terroir. Et leurs représentants, c'est ça. Donc il faut faire éclater ça, il faut faire exploser le système politique. Non mais franchement, sans quoi on ne s'en sortira pas. Un big up pour Jean-François Kahn. Bonne patate, super patate. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko et c'est Florian Philippot, vice-président du Front National, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Eh oui, Marine Le Pen s'y voit déjà. Dans un an, elle espère être à la tête du premier parti de France. Ça ressemble à une fanfaronnade, n'empêche, le Front National s'est fixé comme objectif de devancer le PS et l'UMP aux européennes de mai 2014. J'appelle le peuple de France à nous rejoindre. Aujourd'hui, dans les sondages, le Front National recueille 21% d'intention de vote, ce qui le place d'ores et déjà à égalité avec le PS et l'UMP. Mais le FN ne progresse pas seulement dans les sondages. Lors des 2 dernières législatives partielles, dans l'Oise et dans le Lot-et-Garonne, le candidat du FN s'est qualifié pour le second tour en devançant le candidat PS. Cela dit, les socialistes ne sont pas les seuls à perdre des électeurs. À Villeneuve-sur-Lot, par exemple, le candidat UMP a perdu 3500 voix par rapport à l'an dernier. Le seul qui progresse, c'est le candidat du FN avec 1000 voix de plus. Pour faire barrage au Front National, le Parti Socialiste demande à ses électeurs de voter pour l'UMP. Nous avons donc demandé aux électeurs dans cette circonscription de faire barrage au candidat du Front National. Mais sera-t-il écouté ? Au mois de mars, dans l'Oise, Sylvie Houssin, la candidate socialiste, avait déjà été éliminée au premier tour. Eh bien, en dépit des consignes pour soutenir le Front républicain, 40% des électeurs PS auraient donné leur voix à la candidate du FN. Comme quoi, le Front National n'attire pas seulement les électeurs de droite. Dans un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, le FN arrive en tête chez les ouvriers, chez les chômeurs et même chez les fonctionnaires. Autant de catégories qui sont pourtant traditionnellement censées voter à gauche. Alors, Marine créera-t-elle la surprise en 2014, comme son père avait créé la surprise en 2002 ? Rassurez-vous, même si le FN devance le PS et l'UMP aux européennes, je me voyais déjà. Ça n'en fera pas pour autant le premier parti de France. Car en 2009, aux européennes, seuls 40% des Français s'étaient déplacés pour voter. Il y a donc fort à parier qu'aux européennes de l'an prochain, le premier parti de France soit celui des abstentionnistes. Le parti de ceux qui tournent le dos à la politique. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National. Bienvenue parmi nous. Alors, Jean-François Kahn, dans votre livre « La catastrophe du 6 mai 2012 », vous expliquez qu'en choisissant François Hollande, les Français avaient déclenché un mouvement qui conduira
à la victoire de la droite en 2017 et que Marine Le Pen serait numéro 2 du gouvernement. Un an plus tard, est-ce que vous continuez à le penser ou vous pensez qu'elle pourrait être carrément numéro 1? Non, je pense que la gauche s'est illusionnée en pensant qu'elle avait gagné. Ouais. C'était une erreur. C'est Sarkozy qui a perdu. Mais elle n'a pas gagné. Elle n'a pas vu que le scrutin traduisait une droitisation absolument extraordinaire. Il ne faut jamais oublier que Sarkozy, sur le discours le plus à droite qu'on ait connu depuis quasiment la guerre, avec un côté même néo-pétiniste dans son discours, sur ce discours-là, il est remonté à 48,5. Donc au lieu de voir ça, de regarder cette réalité, ce qu'elle avait d'inquiétant et d'en tirer les conséquences, donc il faut agir. Non, on a gagné, c'est formidable, etc. Donc voilà. Samia, le Front National, premier parti de France, c'est une hypothèse envisageable ou c'est juste pour vendre du papier, agiter le chiffon rouge devant les électeurs des autres partis pour les mobiliser? Non, moi, je ne crois pas au Front National, le premier parti de France. D'abord, bon, c'est vrai qu'il y a un vote du désespoir, ça c'est une réalité, hein, et la faute aussi à ceux qui gouvernent et qui ne sont pas en capacité de donner de l'espoir aux Français, pas de perspective. Absolument. Et ce désespoir-là, c'est nous qui le nourrissons. Absolument. Alors à nous à faire en sorte que ce désespoir ne soit plus un désespoir, mais de l'espoir. Absolument. Mais quand même, le Front National, il ne faut pas oublier que là où ils ont géré des villes, en France, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un parti qui ne sait pas gérer. À Vitrolles, ils ne savaient pas gérer. À Toulon, d'ailleurs, ils ont été virés partout. Là où ils ont été en gestion, ils ont été virés ensuite. Et ils n'ont jamais été réélus. Donc, il ne faut jamais l'oublier. C'est les seuls élus qui se font élire sans jamais être sur le terrain. Donc moi, je peux vous le dire, chez moi, j'ai un élu du Front National, il n'assiste jamais à rien, il n'est jamais présent à rien, et ils arrivent à être élus. Finalement, on est en train de dire aux politiques, ne faites rien, ne parlez pas, ne décidez de rien, et vous êtes sûr d'être réélu. Ouais. Alors, Mathieu, le Front National, premier parti de France, ou c'est une hypothèse? Moi, j'ai eu un procès avec eux, j'ai perdu 3 000 €, ils étaient 18%, là ils sont à 25%, je ferme ma gueule. Attends, je regarde, j'ai combien sur moi? Attends, je regarde juste. C'est 5 000 €, 25%. Il me reste 10 €. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est quoi l'insulte à 10 €? Non, non, moi, il y a un truc qui est bizarre avec le Front National, pour vous dire que c'est un parti assez particulier. Et quand tu attaques le Front National, tu as des réactions qui sont assez bizarres. Quand tu attaques les écolos, j'ai jamais eu aucun écolo qui est venu dans ma salle faire des saluts nazis. Avec le Front National, ça m'est arrivé. Ah ouais. Et si il avait été. Non, non, mais j'étais sur scène. Est-ce que vous avez dit aux écolos. Enfin, nous, vous aviez dit, on rappelle quand même, hein, il y avait, à l'époque, effectivement, on était à 18% dans les sondages. Oui, j'avais dit que c'est donc 18% de fils de pute. Ouais, est-ce que vous avez dit pour les écolos, allez, bon, 2%, c'est vrai, pas plus, mais est-ce qu'il y a 2% de fils? Est-ce que vous avez dit ça? Exactement, oui, j'ai dit ça. Parce que nous, si on a réagi, c'est pas pour nous, c'est pour nos électeurs qu'on a réagi. Bien sûr, d'ailleurs, ils ne sont pas présentés au tribunal, mais c'est pas ça le truc. Non, on ne peut pas laisser dire que des millions et des millions de Français sont des moins que rien, des fils de pute ou je ne sais quoi. Oui, mais tais-toi. Alors, non, mais je me tais pas. Non, mais il y a des limites, c'est pas de l'humour, ça. Je suis d'accord, j'ai jamais. C'est l'insulte, c'est tout. On a le droit. C'est ce qu'a dit la justice. Oui, tout à fait, ouais. Bon, est-ce que tu penses que le Front National peut être le premier parti de France ou est-ce que Florian de dirigeants, oui, ça peut marcher, oui, parce que c'est vrai que pour moi, le Front National, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était des mecs qui avaient des têtes, tu vois, c'était des méchants dans James Bond, tu vois. Lui, il a l'air sympa, sérieux. Bayrou me fait plus peur, tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas. Julie? Je sais pas, je ne pense pas. La réalité du Front National, c'est que s'ils sont élus, ça peut amener la France que vers un désastre économique, social, etc. Enfin, c'est impossible dans le monde actuel, international, etc., dans l'Europe, etc. C'est impossible que ça... Enfin, moi, je ne crois pas que ça peut arriver. Et vous, Florian, vous pensez vraiment que le FN peut devenir le premier parti de France? Je crois qu'on est en train de le devenir. Et beaucoup d'observateurs ne l'ont pas encore bien perçu. Alors je sais qu'on va nous sortir les arguments classiques quand on commence à menacer non pas la République, parce que tout le monde a compris que Harlem Désir et Jean-François Copé ne défendaient pas la République, ils défendent leur poste, leur place. Ils ont inventé donc des concepts qui ne marchent plus, le front républicain, etc. Ça ne marche plus parce que les gens ont compris. On va nous dire aussi c'est un vote de détresse, c'est un vote de crise, c'est un vote de désespoir, de grogne et je ne sais quoi, comme si les électeurs du front, ces Français-là, étaient des sortes de sous-citoyens, des animaux, des chiens qui grognent. Ils ne sont pas contents, ils aboient, ils grognent, ils prennent un bulletin de vote et ils le mettent dans l'urne. Mais ils ne sont pas idiots, ces gens-là. Ils votent pour des idées, ils votent pour un projet. Le Front National, c'est un parti qui présente des candidats qui défendent un projet, des propositions, qui est en ligne sur le site du Front National. 5 rubriques, 32 thématiques. Il n'y a même pas ça sur le site de l'UMP et du PS. C'est un vote d'adhésion pour des idées. Jean-François. Il y a deux choses. D'abord, elle a dit quelque chose d'extrêmement important. C'est que dans une
période de crise paroxysmique. Les gens attendent, il faut un projet. Oui, ils peuvent faire des sacrifices, ils peuvent accepter des sacrifices, ils peuvent accepter, mais à condition qu'on leur dit pour aller où, pour quoi faire, quelle est la perspective. Si on ne leur dit pas, dans une période de doute comme ça, c'est terrible. Et en effet, pour le coup, ça fait le jeu du Front National. Mais moi, je suis frappé d'une chose. Quand j'entends le discours du Front National, les gens du Front National, les élus du Front National, ils n'arrêtent pas, j'en parlais tout à l'heure, de dire du mal de la France. Ouais. Les fonctionnaires, c'est épouvantable. C'est faux, les profs, c'est minable, ils ne foutent rien. Absolument tout le temps. Ce n'est que les syndicalistes, c'est absolument horrible. C'est sans arrêt un dénigrement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose d'enthousiasmant, de beau, de fluorescent. Admettons que vous soyez sincère et que vous soyez vraiment un patriote, c'est possible. Mais alors, vous ne pouvez pas accepter ce discours de dénigrement de vos amis, de vos élus, épouvantable On a du compris, pays, Jean-François. de tout ce qui fait ce pays. Répondez-lui, Florian. Vous devez écouter les discours du Front National. Ne repassez pas en boucle peut-être certains anciens discours d'il y a très longtemps. Ça a changé, ça a beaucoup changé. Et quand vous dites, par exemple, le Front National dit beaucoup de mal des professeurs, c'est faux. Il y a même un collectif qui s'est fondé de professeurs Bleu Marine, du Rassemblement Bleu Marine, le collectif Racine, de professeurs qui veulent le redressement de l'école de la République. Simplement, ce que je dis et ce que nous disons, c'est que la France, effectivement, a plein d'atouts, mais qui sont bloqués par des partis en place depuis des années, UMP et Parti Socialiste, ils s'alternent les uns les autres, qui bloquent les forces vives du pays. Parce qu'ils ont un seul horizon, c'est l'Union européenne. Ils ont un seul horizon, c'est la mondialisation. Alors, Thierry, si le Front National passe, t'as plus d'orchestre. Ah, déjà, ouais, ça c'est sûr. Voyez, le critère, c'est la carte d'identité française. Ouais. Bon, il n'y a pas d'autre critère. Non, ce qu'il y a de changé maintenant, c'est qu'effectivement, la personnalité de Marine Le Pen fait que les gens n'ont plus honte de s'afficher Front National. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'avant, les gens avaient voté Front National en catimini. Maintenant, ils disent « oui, je suis Front National ». Ça a énormément changé. Et la deuxième chose, là où ils sont malins, contrairement à l'UMP, c'est qu'ils font une politique sociale. Ils ont un discours de gauche. Et finalement, Florian Philippot, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du socialisme national? Ah. Non. Attendez, avant de répondre non. Oui. Vous faites du socialisme national. Bon, tout le monde a compris le petit jeu de mots. Mais c'est pas pour faire un jeu de mots. Le national-socialisme, c'est le nazisme. Le socialisme national, c'est ce que vous faites. Non, ce qu'on propose, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres économistes, M. Sapir, M. Rosac, il y a plein de monde qui fait cette analyse-là aujourd'hui, qui dit ce système-là, il va droit dans le mur. Parce que là, ça fuit de toutes parts. C'est un jour les retraites, le lendemain les allocations familiales, le surlendemain la dette. Nous, on dit qu'il faut passer à une philosophie de relance de la machine. Ça suppose de réarmer la France dans la mondialisation sauvage, de lui redonner des armes. Et les armes, c'est quoi? C'est des frontières. C'est un État stratège qui fasse du patriotisme économique pour nos petites entreprises. Et c'est une monnaie qui soit une arme. Une politique monétaire, c'est une arme. Voilà ce qu'on dit. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ce sont des préceptes économiques qui sont diffusés dans le monde entier et qui sont appliqués dans certains pays. Ce que ça a d'extraordinaire, c'est que vous êtes le seul parti, même Mélenchon ne le fait pas, vous êtes le seul parti qui réclame la sortie de l'Europe quand même. Il n'y a aucun autre parti, à part vous, qui le réclame. Oui, mais c'est ce que veut faire M. Cameron, le Premier ministre britannique, dans son pays. Oui. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste la démocratie. Alors, il y a un truc, Florian Philippot, quand même, qui risque de vous faire du mal, c'est les dissensions internes. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a ceux qui sont sur la sécurité et l'immigration, c'est-à-dire Marion Maréchal Le Pen, tous ces gens-là, enfin la vieille garde du front, et ceux comme vous et Marine qui sont plutôt sur l'économique et le social. Est-ce que ça, c'est pas un ferment d'explosion du Front National? Non, ça, ce que vous dites, le pseudo-division, c'est le fantasme du Nouvel Observateur qui a sorti un numéro là-dessus sur le duel, cette semaine, sur un duel qui n'existe pas. Moi, je le sais, je vois régulièrement Marine. Sur le mariage gay, Marine et Marion, Maréchal Le Pen n'étaient pas vraiment d'accord quand même. Si, elles avaient la même position de fond. L'une est allée à la manifestation, l'autre alors que l'autre, elle manif. était hardcore quand même, oui. Bon, on va à la manif, on n'y va pas, peu importe, on s'en moque. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la position de fond. Jean-François. C'est très intéressant à écouter, parce qu'au fond, ils prennent tout. Les patrons voyous, je prends. Oui. Les gros capitalistes qui s'en foutent plein la poche, je prends. L'immigration qui vient, le machin, les Arabes du foncier, je prends. Il y en a marre du laxisme, 68 arts, etc. Je prends. Mais 3 000 euros, il faut que l'État reprenne la main et s'impose. Je prends. Ils prennent tout. C'est pas vrai que c'est incohérent. C'est pas le problème de cohérence. Tout, ils prennent. Et en ce sens, c'est bien ce qui est la force de ce qu'on appelait à tort l'extrême droite des années 30. C'était ça. Je dis pas néo-nazi, etc. Je dis pas du tout ça. Hein? C'est déjà pas mal. C'est gentil. Je dis qu'à certains nombres, mais pourquoi c'est des partis qui étaient un peu sur le pouvoir, qui prenaient tout comme ça. Julie? Donc, non, ils prennent tout comme ça, mais il n'y a pas de cohérence, quelque part. Non, mais non.
Il n'y a pas de cohérence politique. D'une certaine manière, ils essaient juste de flatter le vote du non-espoir. Ils essayent de récupérer tous les gens qui sont mécontents. Oui, mais c'est typique. Enfin, ça se fait. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Donc c'est vraiment. Voilà. Que vous disiez ça dans votre position, je le comprends. Parce que si vous disiez l'inverse, vous ne seriez plus sur aucun plateau de télévision du jour au lendemain. Mais comment vous ne pouvez pas vous permettre de dire cela non plus. Parce qu'en disant cela, vous ne vous rendez pas compte de la violence de vos propos. Vous pas très sympathique tout d'un coup. Mais non, attention. Vous ne vous rendez pas compte de la violence de vos propos. Ne montrez pas votre vrai visage. C'est dangereux. Vous savez, ça ne marche plus, ça. Non. Tout d'un coup, pointer du doigt comme ça, haine, ça marche plus. C'est vous qui paraissez violente. Votre haine est ressortie. Et ça, c'est très dangereux. Moi, les plateaux de télévision... Je vais vous dire, viens en France je vais vous dire une petite chose. Quand vous dites France, ça, quand vous dites ça n'y a pas de cohérence, etc. J'ai pas à vous parler. Bon, je vous parle pas. Alors je parle à M. Ardisson. Voilà, moi, je vous parle parce que je vous respecte. Mais bon, c'est pas grave. Je vous parle à M. Ardisson, je ne vais pas me parler. Je respecte tout le monde, moi. Je vous écoute. Simplement, quand on dit cela, on insulte des millions d'électeurs. Vous vous en rendez pas compte? Ces gens-là, vous croyez qu'ils sont bêtes? Vous croyez qu'ils sont bêtes, qu'ils se font avoir par les grands démagogues qu'on est, tellement ils n'ont pas de cerveau? En disant cela, vous insultez des gens. Vous les faites passer pour des idiots. Mais si. Alors attendez, on va terminer là parce qu'on n'a plus le temps. C'est ça dont vous voulez. Mais vous le faites probablement de bonne foi, vous ne vous rendez pas compte de cela. Non, c'est toi qui es bête. C'est incroyable. Mais non, mais il y a peut-être un petit mépris social. Je vous admire parce que de pouvoir supporter ça, je ne sais pas comment vous faites. On ne vit pas ensemble. Parce que comment ça retourne la situation en disant que vous insultez les gens, c'est extraordinaire. Vous insultez leur intelligence. Bien, ça sera le mot de la fin. Florian, merci d'avoir été avec nous. Julie, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Samia Ghali, de Jean-François Kahn, de Mathieu Madénian. Et nous accueillons nos invités du samedi 20h, ce soir Françoise et Marion Laribe. Bonsoir. Alors, Françoise et Marion Laribe, le 16 septembre 2010, 7 personnes, dont 5 Français, sont capturées au Niger par un commando d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dirigé par Abu Zaïd. Parmi ces 7 otages, il y avait vous, Françoise, et votre époux Daniel, un géologue qui travaille pour Areva sur les mines d'uranium. 5 mois plus tard, contre toute attente, ACMI décide de libérer 3 otages, dont vous, Françoise. Mais 4 Français, dont votre mari, sont toujours détenus au Sahel. Et aujourd'hui, plusieurs villes de France ont rappelé que ça fait 1000 jours que ça dure. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Politique, élection à Villeneuve-sur-Lot, et cette très bonne nouvelle, le PS reste quand même 3e parti de France. Non, ils sont devant les Verts et Mélenchon. Hein. En même temps, de l'autre côté, François Fillon, dans les Alpes-Maritimes, il cite les grandes inventions françaises, le soutif et le béton. C'est que des trucs qui empêchent de bouger, quoi. Fillon à la tête de l'État, son plan de réforme, ça va s'appeler le livre blanc de la camisole. International, c'était le G8 cette semaine. C'est intéressant, le G8. Tu sais, c'est cet endroit où des technocrates sans cravate viennent se faire humilier par un Russe sans scrupules. En gros, le G8, c'est un backroom SM tenu par un cosaque. Donc, démocratie toujours. En Iran, le progressiste a gagné. Ça va faire bouger les choses. Hein. On pendra toujours les homosexuels, mais avec une corde rose. Ça sera... Baccalauréat. Le bac coûte 1,5 milliard d'euros. Quel gâchis. Putain, ouais. Ça coûte cher, hein. Former des chômeurs à ce prix-là, c'est vraiment... Alors, j'ai regardé les sujets du bac. En histoire, un sujet très intéressant. La France est un État qui conserve aujourd'hui une certaine influence à l'échelle du monde. Justifiez cette affirmation en donnant 2 arguments. Ben, LOL et MDR, quoi. Alors, c'est pas très grave, hein. Les profs ont été invités à surnoter à l'épreuve de français. Ça, c'est une bonne idée, hein. Faire croire à des débiles qu'ils ont compris Rousseau, alors qu'ils seront incapables de résumer Marc Lévy. Un texte de Jean-Jacques Goldman a été proposé au bac en français. Ouais. Bah, ça aurait été pour l'épreuve de musique, j'aurais été plus surpris, quoi.
La discipline reine reste la philo, avec ce truc. Le travail permet-il de prendre conscience de soi? Ah non. Il n'y a qu'à voir Zaya. Enfin, elle a déclaré que son métier, c'était courtisane et non pas prostituée. Enfin, je veux dire, Zaya, je suis courtisane. Elle a lu la définition? Enfin, je veux dire. Moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. Alors, la différence entre une prostituée et une courtisane, selon Wikipédia, c'est qu'elles sont plus lettrées et elles vivaient avec des écrivains, des artistes, des aristocrates. Ah oui. C'est vrai que quand tu vois sa clientèle, Azaya, c'est pile dans la définition. Ribéry, Benzema, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est l'arbre généalogique des Bourbons, Rodin, Victor Hugo. C'est le truc. Zaya, dont les confidences télévisuelles ont fait plus d'audience que l'intervention de Hollande dans Capital. Bon. Mais ça s'explique. Enfin, les Français préfèrent la pratique à la théorie. Entre un type qui disserte sur le chômage des jeunes et une qui a trouvé la solution pour en sortir. Non mais Hollande, dans un magazine de M6, avant il était sur TF1, M6, la suite c'est quoi? On dirait le parcours d'un candidat déchu de la télé-réalité. Oui. La prochaine étape, ça va être les Corésiens à Mykonos. C'est le truc... Scolarité, toujours. Un prof a commis des attouchements hors cadre scolaire. Alors, on l'accable, mais je trouve que c'est assez sain, quoi. On sait bien, no job in job, quoi. Oui. Ah, c'est bien. C'est horrible, hein. On sent le truc qui tâche. Hein. Enfin, musique. J'ai été un peu dur avec Johnny la dernière fois. J'ai dit que son guitariste devait jouer devant 5000 blaireaux. Je retire ce que j'ai dit, ils étaient beaucoup plus nombreux. Oui. Ah ouais, non. Ah, Johnny, non, faut arrêter, quoi. Le type, il met des costumes à paillettes, il fait l'amour à un micro, il se déhanche. À ce rythme-là, dans 10 ans, il fait du rock, quoi. Amour. Pourquoi je me balance? Je pense qu'on a retrouvé l'auteur de La Princesse de Clèves. Ah. Ouais, ça doit être Christine Lagarde. Qui a aussi dû signer Les Liaisons Dangereuses, puisque Le Monde publie une lettre un peu olé olé, très... Le Monde qui invente la paparazzade de la pièce à conviction, bon, peu importe. Bref, comme tout le monde, j'ai été choqué par cette lettre. Utilise-moi, guide-moi, c'est très bourgeois. Aucune fantaisie. De la part d'une directrice du FMI, moi je pensais trouver un langage un peu plus fleuri, comme je sais pas moi. Viens, injecte de la liquidité dans mon déficit intérieur, relance la compétitivité de mes hauts fourneaux, baisse les charges sociales dans ma culotte. Justice. 2 décisions formidables. Alors, les agresseurs du RERD ont eu des peines de prison avec sursis, alors que le militant anti-mariage gay vient d'être condamné à 2 mois de prison ferme. C'est génial, la justice française. C'est super pédagogue. Oui. D'un côté, on empêche ceux qui dépouillent de mieux se former en prison, et d'un autre côté, on permet à ceux qui refusent les rapports homo d'aller approfondir le sujet. C'est... formidable travail. Fait divers. Bon, ça c'est une... En Nouvelle-Zélande, il y a une femme de 36 ans qui s'est fait engrosser par un gosse de 11 ans. Ouais. 11 ans. Là-bas, à 11 ans déjà, c'est des hommes. Hein. Bah, maintenant, tu comprends pourquoi, avec une précocité pareille, ils mettent 30-0 à l'équipe de France de rugby. En Australie, toujours, le Sud, c'est une Australienne qui parle avec un accent français après un accident de voiture. C'est un cas bizarre, hein. Mais bon, les scientifiques se pencheraient maintenant sur un cas encore plus rare, un Français qui parlerait anglais sans accent. C'est plus... Bonne nouvelle. Ah. Terminons. Voilà. Alors, on a des nouvelles de Depardieu. Il veut une nationalité supplémentaire, je sais pas quoi. J'imagine que c'est dans le cadre d'un plan de défiscalisation. Parce qu'à force de cumuler les endroits de séjour, il va bientôt payer ses impôts à l'ONU. Alors, pas belle la vie. Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, sur Canal+, à 15h05 et sur canalplus.fr. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Françoise et Marion Laribe, rebonsoir. Alors Françoise, vous êtes née le 13 mars 1948 à Grenoble. Votre père officier dans l'armée, votre mère sage-femme. Et à 18 ans, après un bac littéraire, vous obtenez un DUT en carrière sociale à Bordeaux.
Puis vous travaillez à Aix, où vous rencontrerez votre futur mari, Daniel Laribe. Alors Daniel est coopérant militaire au Bureau de recherche géologique et minière, et vous acceptez de le suivre à Madagascar. C'est le début de votre vie d'expat en Afrique. Alors il y aura des tas de pays, il y aura le Togo, le Cameroun, le Gabon, le Mali et le Niger. Alors Marion, votre première fille, donc est née le 12 novembre 1980 à Carcassonne, et vous passez, Marion, votre première année de vie au Burkina Faso. Alors vous vous souvenez de la nounou qui voulait que vous épousiez son fils? Oui. Ouais, j'ai quelques souvenirs de ça, mes premiers souvenirs d'enfance. Ouais. Alors, au Mali, la famille qui s'est agrandie de Maude, votre petite sœur qui est née en 1984, habite en pleine brousse. Et c'est vous, Françoise, qui devez faire l'école à vos enfants. Oui, c'était assez plaisant, d'ailleurs. Ouais. Ensuite, ce sera N'Djamena, la capitale du Tchad. À 15 ans, vous rentrez en France, donc vous posez vos valises à Nîmes, et pendant que votre père donc, poursuit ses recherches au Tchad et en Guinée. Alors, vous n'êtes pas très inquiète parce que l'Afrique, c'était serein à l'époque. On aimait beaucoup cette vie que l'on menait, oui, beaucoup. Alors vous, Marion, à 18 ans, vous obtenez votre bac, puis vous faites des études d'ingénieur agronome, et ensuite, vous trouvez un boulot, vous vous mariez, vous faites 2 enfants, tout va bien. C'est ça. Là, Françoise, vos 2 filles étant grandes, vous rejoignez votre mari qui est embauché comme ingénieur à la mine d'uranium d'Arlit au Niger. Voilà, c'est ça. Et là, malgré l'enlèvement de Michel Germano, vous dites, on ne sentait pas le danger au Niger. On n'avait pas le sentiment d'insécurité, absolument pas. Non. Là, vous voulez changer de métier, vous voulez devenir kiné. Et votre père vous soutient à 100%. Oui. Donc là, Françoise est à Arlit. Et dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, un énorme vacarme vous tire du sommeil. Il est 3h20 du matin. Vous voyez des ombres filer sur les murs. 3 hommes armés entrent dans la chambre. Ils vous interdisent de prendre vos chaussures. Il faut partir tout de suite. Ils ont d'abord enlevé Daniel et puis ils sont venus me chercher. En quelques minutes. Voilà. Alors devant la porte, il y a un pick-up. Daniel est déjà allongé dans la benne. Vous montez à votre tour dans le véhicule qui démarre en trombe. Voilà. Alors, plusieurs voitures sortent en même temps de la résidence. Oui, on a très vite compris, en fait, à peu près une demi-heure après, que nous étions plusieurs expatriés à être enlevés. Et on était 7. Alors, après 20 minutes de route, les otages sont tous rassemblés et vous découvrez qu'en fait, c'est que des gens qui travaillent pour Areva ou pour Satom, qui est une filiale de Vinci. Oui. Là, vous comprenez que c'est la France qui est visée. On comprend très vite qu'il se passe quelque chose de très grave. Pour nous, du moins. Alors vous êtes au bureau, vous recevez un appel de votre tante qui vous dit « T'as vu, il y a des Français qui ont été enlevés au Niger. » Oui, ça m'a pas inquiétée sur le coup. Je me suis dit « Oh là là, les gens sont alarmistes. » Et là, quand la direction d'Areva vous téléphone, vous comprenez ce qui s'est passé, vous éclatez en sanglots. Pendant ce temps, au Niger, les pick-up filent très rapidement sur ce qu'on appelle le reg, c'est-à-dire le sol caillouteux. Oui, on file à une allure absolument folle et on se rend compte que c'est plein ouest, donc on se dit on va vers le Mali. Ouais. Alors les ravisseurs se présentent, ils vous disent on est ACMI et ils vous demandent de couvrir vos cheveux. Très vite, oui. Alors 3 jours plus tard, vous arrivez dans l'Adras des Iforas, à la frontière du Mali et de l'Algérie. Et à partir de là, ce qui est très difficile, c'est que vous allez vous déplacer non plus en pick-up, mais à pied. Alors, dès le premier jour, les ravisseurs enregistrent une vidéo, et là, vous rencontrez Abou Zaïd, qui surveille en fait l'enregistrement de cette vidéo. Voilà, et de par sa présence, il revendique cet acte terriblement symbolique pour lui. Et là commence une interminable détention. Vous nomadisez sous un soleil de plomb et des températures à 50 degrés. Et vous dormez par terre, parfois sous un acacia. Quand il y a de l'ombre, on est bien content, oui. Et vous mangez du taguela. Beaucoup de taguela, effectivement. Le pain cuit dans le sable. Et vous buvez de l'eau croupie. C'est de l'eau qui est stockée dans des bidons d'essence qui peuvent avoir un goût quand même assez désagréable. Ouais. Donc... Quel sentiment vous avez à ce moment-là? On est dans des questionnements sans fin, on essaie de comprendre et surtout on est terriblement angoissé pour nos filles. C'est notre préoccupation principale.
c'est nous dire comment vivent-elles ces moments-là. Ouais. Et c'est ce qui fait le plus mal pour nous, le plus difficile à accepter. Alors les ravisseurs sont très organisés, les rôles sont très hiérarchisés, ils vous tiennent à distance, mais vous pouvez négocier avec eux, de pouvoir faire du feu, de pouvoir boire du thé, de pouvoir porter des tongs. Ils parlent français ? Non, pas forcément. Il y a toujours un traducteur, soit anglophone, soit francophone. Alors là, pendant 5 mois et demi, vous avez marché dans les montagnes, attendre des heures, des journées, des semaines. On a un rapport au temps complètement bouleversé. On essaie de structurer notre temps, soit par des jeux de mémoire, soit par des simulations, soit en se racontant des choses de notre vécu et en essayant de se projeter dans un devenir qui on pense beaucoup à nos filles. Ouais. Vous imaginez des voyages? Oui. Le voyage idéal avec nos filles, d'ailleurs. Et un jour, vous enlevez votre voile, alors là, c'est un scandale. Effectivement, on explique à Daniel que c'est pas une chose à faire. Il faut qu'il tienne mieux sa femme. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Ouais. Alors vous, Marion, en France, vous gérez les relations avec le Quai d'Orsay. Et parallèlement, vous réussissez votre reconversion professionnelle. Vous dites, c'est ce qui m'a sauvé, en fait. Ouais, 2 secondes. Mais c'est magnifique d'être arrivé à malgré l'épreuve que vous traversiez à l'époque, c'est peut-être ce qui vous a aidé, d'ailleurs. Oui. C'était... J'avais des journées qui étaient très denses intellectuellement, et du coup, ça me sortait la tête du bourbier, quoi. Et puis votre père, vous ayant soutenu dans cette idée de reconversion professionnelle, c'était quelque chose que vous faisiez pour lui aussi en même temps. Mon père, c'est quelqu'un qui est pas très... Il est pas très loquace, c'est un taiseux. Mais dans ce projet-là, il a été très présent et il m'a toujours dit je te fais confiance et il faut que tu sois heureuse, donc tu y vas. Ouais. Alors le 20 février 2011, un des hommes d'Abou Zaïd s'approche de votre mari, Françoise, et lui dit « La femme, elle part ». Alors, est-ce qu'ils ont de la pitié parce que vous étiez malade du cancer? Est-ce que... On n'en sait rien, en fait. Moi, je me dis tout simplement que ça leur permet, en posant cet acte, de dire c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons la main. Alors, vous refusez de partir sans votre mari. Vous dites, moi, je reste avec lui. Ils ne veulent pas discuter. Non. Ils vous virent. Ouais. Non, c'était très difficile, quand même. Vous partez, donc, mais avec un sentiment assez terrible, quoi, qui est celui de laisser votre mari derrière vous. Mais oui. C'est très ambigu. Ouais. Je retrouve mes filles, mais je laisse... voilà. C'est le choix de Sophie, quoi. Il était plus terrible, je pense, le choix de Sophie. Alors, durant votre transfert, vous rencontrez Abou Zaïd. Il était comment, alors? Physiquement, c'était un homme petit, très maigre, avec un visage ascétique, les traits très creusés, et parlant curieusement d'une voix toute petite, très... On l'entendait à peine. Une voix douce? Oui. Alors, le 24 février 2011, vous êtes à l'aéroport de Niamey, vous envolez pour la France. À l'époque, vous pesez 41 kilos, quand même. Ah, j'étais pas très épaisse. Ouais. On s'est demandé si elle allait tenir sur ses jambes quand elle est sortie de l'avion. Ouais. Elle tenait. Alors, Daniel est toujours là-bas, ce qui fait que cette liberté n'est qu'une demi-liberté, évidemment. En août 2012, une nouvelle vidéo vous montre Daniel en vie, mais avec 20 kilos de moins. Vous avez le sentiment qu'il a perdu ses dents et il a un regard extrêmement creux, dites-vous. Oui, fermé, emmuré. Pas creux, fermé. Le 11 janvier 2013, François Hollande lance l'opération Serval au Mali et fait bombarder l'Adrar des Iforas, là où étaient les otages. Mais pourtant, vous savez qu'ils sont vivants. Qu'est-ce qu'on nous dit? On ne sait plus où ils sont et dans quelles conditions ils vivent. Ouais. Tout est chamboulé, tous les repères sont perdus, tout est anéanti. La dernière fois que vous avez eu des nouvelles, une preuve de vie, c'est quand? C'est la vidéo qui date d'août 2012. Donc il y a presque un an. Ouais. Et depuis, aucune preuve de vie? Rien. On est du déclaratif, mais pas de preuves tangibles, rien de concret. Et le Quai d'Orsay vous dit quoi? Qui sont vivants. Ouais. Le gouvernement français ne veut pas payer de rançon.
C'est ce qui a été dit, non? Si vous aviez quelque chose à dire à François Hollande, là, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que, visiblement, aujourd'hui, il y a des contacts qui ont été établis avec les ravisseurs et que maintenant, c'est au gouvernement français de prendre le relais et de prendre ses responsabilités par la même occasion. Ça fait 1000 jours qu'ils y sont, les 4 d'Arlit. Il est temps qu'ils sortent. Vous pensez que prendre leurs responsabilités, ça serait de payer? Non, qu'ils négocient. Il y a plusieurs qu'ils voies échangent, de négociation. en fait, oui. Peu importe, ça les regarde, c'est leur travail. Mais qu'ils les fassent sortir de là, de ce bourbier, quoi. On sait que c'est possible en plus. Maman, elle a été libérée au bout de 5 mois et demi. Il y a eu d'autres dénouements, il y a eu la famille Moulin-Fournier récemment. Absolument. Donc c'est possible. Qu'est-ce que vous diriez à Daniel? Résiste. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon, ici la vie continue, on t'attend. J'espère que c'est la dernière fois que je vous vois. Oui, nous aussi. On veut bien venir à 4, hein, avec notre autre fille, avec Daniel. Oui, voilà, vous reviendrez avec Daniel, absolument. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Samia Ghali, pour la Marseillaise, aux éditions du Cherche Midi, Julie Delpy, Before Midnight, en salle mercredi, Jean-François Kahn, pour Comment s'en sortir, chez Plan, Mathieu Madénian, en tournée dans toute la France, et en Avignon cet été, Florian Philippot, vice-président du Front National, et Françoise et Marion Laribe. Merci, merci de votre témoignage. Je vous signale la parution du livre Street Food de Yannick Samo, véritable bible de la tendance culinaire du moment. Street Food. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.